Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de tests de logique, et contrairement à la dernière vidéo où je vous avais donné 15 questions avec les réponses en fin de vidéo sans aucun commentaire, aujourd'hui on va faire un peu l'exercice opposé, c'est-à-dire que pour chacune des questions, je vais vous accompagner et je vais vous donner ma méthodologie pour pouvoir trouver la bonne réponse. Alors l'idée ici, c'est pas d'être capable de répondre à toutes les questions d'un test de QI ou d'un test psychotechnique, mais c'est plutôt de se former, de prendre confiance et d'avoir une stratégie qui nous permet à la fois d'aller vite et de répondre à la plupart des questions. Alors, entre parenthèses, ce genre de test, vous allez les croiser par exemple pour les entrées dans certaines écoles d'ingénieurs, ou pour certaines entreprises, que ce soit pour un stage, ou pour la candidature sur un poste. D'accord? Alors pourquoi on fait ce genre de test? Ça permet de trier certains candidats. On a besoin dans certaines entreprises des candidats qui sont assez réactifs, qui ont un fil de pensée assez logique, et effectivement, ça permet d'avoir une idée à peu près du candidat auquel on a affaire. Alors bien entendu, d'autres choses vont suivre, les entretiens sur le domaine sur lequel on postule, les connaissances qu'on a, finalement ce qu'on dégage en tant qu'être humain, et puis aussi le CV bien entendu, mais ça fait partie aussi de tout un attirail de sélection. Donc effectivement, c'est bien de se former à ce genre de test. C'est aussi le cas pour certaines entrées dans les écoles d'ingé, quand vous faites les concours Access ou Sésame ou d'autres écoles d'ingé, je ne les ai pas toutes en tête. Et puis aussi pour le plaisir, moi je trouve que c'est des questions assez sympathiques et c'est toujours marrant à peu près d'y répondre et de vérifier qu'on a les bonnes réponses. Ok? Allez, on va commencer avec les questions 1. Et ici, on a la séquence suivante. Donc on a une série de 3 figures et on nous demande de compléter avec une 4e figure parmi les 5 choix suivants. Alors, première approche, on peut tenter, entre guillemets, l'approche algébriste. C'est-à-dire qu'on va simplement compter le nombre de segments de chaque figure qui constitue la séquence. Donc ici, on a 7 segments et 7 segments. Donc effectivement, si dans le choix qui nous est proposé, il n'y a qu'une figure où il y a 7 segments, ça doit attirer notre attention. Malheureusement ici, 7 segments. Pour la B, pareil. Pour la C, pareil. Pour la E, pareil. Il n'y a que la D où il y a 8 segments. Donc la logique, bien qu'intéressante, ne suffit pas à sélectionner notre figure. On va donc tenter une logique visuelle. Qu'est-ce qu'on remarque? On a une figure extérieure qui est composée d'un segment et une figure intérieure. Et pour passer de cette figure-là à cette figure-là, on a l'impression, effectivement, que ce segment a été enlevé pour être rajouté à l'extérieur. Alors si la logique qui nous permet de passer de la première figure à la deuxième figure tient et donne quelque chose de cohérent pour passer de la deuxième figure à la troisième figure, c'est ce genre de logique qu'on retiendra. Donc, continuons ici. J'enlève ce segment, puis je le rajoute ici. Très bien. Si j'enlève ce segment-là et que je le rajoute ici, qu'est-ce que j'ai? Oui, ça a l'air de matcher. Donc, qu'est-ce qu'on remarque si on fait le bilan? On a donc ici quelque chose d'intéressant. J'enlève des segments de la figure intérieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et je rajoute le segment dans le sens des aiguilles d'une montre pour la figure extérieure. Et ça matche bien quand on passe de la première à la deuxième et de la deuxième à la troisième. On a donc ici pour la 4e, si on respecte cette logique-là, on va rajouter du coup un segment dans le sens des aiguilles d'une montre ici, ok? Et puis on va enlever un segment dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Est-ce qu'on a une figure qui matche avec ça ici? Alors la figure numéro 1, non, on n'a pas le segment en bas. La figure numéro 2, c'est parfait. Et notre réponse ici, sans aucune hésitation, puisque ça tient avec une bonne logique, ce sera la réponse B. Ok? Et même si, par exemple, vous êtes en entretien et qu'on vous demande et qu'on vous dit que la réponse n'est pas la bonne, vous direz que oui, vous avez sélectionné une figure avec votre logique, mais la logique que j'ai utilisée ne peut pas être réfutée. Et c'est vrai que force est de constater que votre logique ici vous mène à la réponse B et qu'elle n'est pas discutable, même si la réponse offerte n'est pas la même, parce que vous allez vous rendre compte que quand le test est mal fait, vous pouvez avoir finalement plusieurs logiques qui tiennent et qui mènent à des réponses différentes. Allez, on passe à la question d'après, et ici, on est à la recherche de notre petit intrus. Alors, on a devant nous 7 noms, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Et on va tenter de trouver celui qui est un petit peu différent des autres, selon une logique qu'il faudra déterminer. Alors, on va commencer par du basique. Pair, impair, par exemple. Ce nombre est pair, pair, impair, pair, impair. Ok, donc il n'y a pas un seul pair ou un seul impair pour en faire notre mode de sélection. Passons. Deuxième chose, peut-être trouver une logique entre les chiffres d'un nombre. Ici, vous voyez, on passe de 9 à 6, puis de 6 à 5 et de 5 à 4. Donc on retranche 3, puis 1, puis 1. Ça ne matche pas ici, ça ne matche pas là, ça ne matche pas là, donc ça ne donne rien. Donc on peut aller très loin dans ces logiques-là, mais il ne faut pas que ce soit tiré par les cheveux, ok? La majeure partie des tests
respectent des logiques assez simples en général, ok? C'est déjà assez dur de trouver la logique assez simple. Alors, le pair impair n'a rien donné, l'opération entre les chiffres n'a rien donné, on va peut-être penser maintenant au bloc-bloc, c'est-à-dire qu'on a des nombres de 4 chiffres, et regardez si avec les deux premiers, on peut déduire les deux derniers par exemple. Ok, donc si je prends celui-ci, 9 plus 6 ça fait 15, malheureusement ici j'ai pas 15. 4 plus 8 ça fait 12, ici je n'ai pas 12, donc on va pas partir sur cette logique. Alors tentons peut-être au niveau des multiplications, 9 fois 6, 54, ouais, ok, ici, 4 fois 8, 32. Ah, on a peut-être quelque chose ici. Donc 9 fois 6, 54, on va noter. 9 fois 6, 54. Ok, donc le produit des deux premiers donne les deux derniers. Ok, du coup on a ici 4 fois 8 égale à 32. Moi, bah, ça commence à donner quelque chose. 5 fois 9 égale à 45. Donc là on sent, ça peut plus être le fruit du hasard, hein, d'accord? On sent qu'il y a quelque chose de ce côté-là. Et on va continuer. 7 fois 6, 42, nickel. 7 fois 9, 63, ça marche bien. 8 fois 2, 16. Et 3 fois 6, 18. Et on a 49. Ok, la logique tient pour les 6 premiers nombres. Clairement, c'est ce qu'on va privilégier. Il n'y a pas de doute là-dessus. À ce niveau-là, il n'y a plus de hasard. Et on élimine directement le dernier. Allez, let's go pour la question 3. Et ici, première observation importante. Je sais d'ores et déjà qu'avec les deux valeurs de côté à gauche et à droite, je vais devoir compléter celle du milieu. Donc la logique est celle-ci. En prenant ce nombre-là et ce nombre-là, je dois être capable de trouver ce point d'interrogation. Ok? Donc je ne vais pas marcher de gauche à droite dans ma logique, je vais prendre celui-ci et compléter celui du milieu. Donc on va partir là-dessus. Alors visuellement, est-ce qu'effectivement, en prenant 36 et 48 en les collant, j'obtiens celui du milieu? Non, ça n'a pas l'air de répondre à cette logique-là. On va donc passer par les opérations de base. Commençons par l'addition. 3 plus 6, 9. 4 plus 8, 12. Effectivement, je trouve un 12 ici. Mais le 9, bon, je ne vois pas quelque chose de particulier. Tentons la multiplication. 3 fois 6, 18. Et 4 fois 8, 32. Je n'ai rien qui apparaît ici de concret. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Effectivement, j'ai quelque chose d'intéressant. J'ai la partie gauche du nombre du milieu qui est dans la table de 36 et la partie droite qui est dans la table de 48. Alors, regardons ce qu'on a ici. Et moi, je constate qu'effectivement, 12 fois 3, ça donne bien 36. Et 16 fois 3, ça donne bien 48. Très bien. Alors, on va espérer que cette logique-là est la même qui nous a permis de remplir la ligne numéro 2. Vérifions. On a ici du coup 8 fois 3, ok, qui donne bien 24, et 24 fois 3, qui donne bien 72. Très bien, bah, ça a l'air de marcher, donc on va passer par cette logique-là pour compléter ce petit point d'interrogation. Alors, dans la dernière ligne, au contraire, hein, on a besoin de trouver celui du milieu en partant de celui de gauche et en partant de celui de droite. Donc au lieu de faire une multiplication, on va donc faire une division. On va se dire quel devait être le nombre ici à gauche lorsque je multiplie par 3 qui me donne celui qui est égal à 42. Ok? Donc ici du coup, je vais donc faire 42 divisé par 3. Ok, j'obtiens bien 14. Et 51 divisé par 3. Et on obtient bien 17. Alors vous l'avez compris, hein, il faut impérativement maîtriser vos opérations de base. Hein. Vous ne pouvez pas arriver sur des tests psychotechniques ou des tests de logique hein, de façon globale sans maîtriser vos opérations, style table de multiplication de 1 à 9, addition, soustraction, et plus si affinité. Hein. Ce n'est même pas la peine de tenter le coup. Ok? Donc ça doit être clair, à connaître par cœur, sans aucune hésitation. Et on complète donc notre figure ici, et on va trouver 14, ok, suivi de 17. Allez, on passe à la question 4 maintenant. Alors, ici, pareil que tout à l'heure, quel est l'intrus? Un classique de chez classique. On va commencer avec des observations très simples et on va comptabiliser le nombre de points blancs et de points noirs. Donc, 2 points blancs, 1 point noir, 2 points blancs, point noir, 2 points blancs, 1 point noir, etc. Ok, donc là-dessus, il n'y a rien, on ne peut pas les différencier. Deuxième chose, on va regarder la répartition des points. On a donc une ellipse à l'extérieur et une ellipse à l'intérieur. Dans l'ellipse à l'intérieur, on a un point blanc. Pareil ici, pareil ici, pareil ici, pareil ici. Ok, rien de particulier. Point noir, point blanc à l'extérieur. Pareil ici, pareil ici, pareil ici. Donc rien de particulier. Alors, il y a des opérations, entre guillemets, géométriques, c'est-à-dire des transformations, du style, très souvent, les rotations, hein, qu'on va devoir utiliser, ou, par exemple, les symétries.
Alors, au niveau de la symétrie ici, ça paraît un peu complexe, hein. On va d'abord commencer par le plus simple, c'est-à-dire la rotation. Et on va se demander ici si les figures sont les mêmes, sauf qu'on les a tournées d'un angle inconnu. Ok, donc regardons par exemple de la A à la B. Est-ce que la figure A, en la tournant, me permet d'obtenir la figure B? On va imaginer ça rapidement à l'œil, hein. Je vais tourner la figure ici, ok, de telle sorte que le point noir atterrisse au même endroit qu'ici. Donc le point noir va tourner, on va tourner la figure comme ça, ok. Le point noir va être vers là, très bien. Et si j'ai tourné la figure de cet angle-là, où va atterrir ce point-là? Il va atterrir ici, ok, ça a l'air de matcher, et celui-ci va tourner d'un angle et il va atterrir vers là. Ok, donc je vois bien assez rapidement qu'en tournant la figure A d'un angle quelconque, je peux obtenir la figure B. Donc c'est la même figure qu'on a juste rotationnée. On va partir maintenant avec la figure B. Est-ce qu'en tournant la figure B, je peux obtenir la figure C? Ok, je vous rappelle, hein, que si en tournant la figure A, j'obtiens la figure B, et qu'en tournant la figure B, j'obtiens la figure C, je peux donc tourner la figure A pour obtenir la figure C. Et je passe donc par la figure B, parce que les points noirs ici ne sont pas très loin. Donc je vais tourner un peu la figure comme ça. Ce point blanc va atterrir vers là, ok, et ce point blanc va atterrir vers là. Ok, donc cette figure-là, lorsque je la tourne un peu, j'obtiens bien celle-ci. Je vais donc regarder celle-ci, ok. Je ne vais pas passer par là parce que effectivement il y a quasi un quart de tour à faire. Je vais plutôt partir de B et je vais tourner un petit peu comme ça visuellement, hein. C'est vraiment un jeu d'esprit. Effectivement, en tournant un peu, le point noir arrive en bas. Si le point noir arrive ici, donc on a tourné d'un petit angle, on va donc tourner d'un petit angle celui-ci, et donc on va être vers là, et on va tourner d'un petit angle celui-ci, et on va être vers là. Ok, ça a l'air de matcher, c'est bien la même figure qu'on a tournée. Et la dernière, on va donc comparer la B et la E, mais effectivement, le point noir est quasi au même endroit, le point blanc par contre est complètement à l'opposé. Et donc, celle-ci ne peut pas être obtenue en ayant tourné celle-ci. Et effectivement, comme celles-ci sont liées entre elles par un angle de rotation, on s'en fiche, hein, on sait très bien qu'on peut tourner la A pour obtenir ou celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci. La seule qu'on ne peut pas obtenir, c'est la figure E. Et j'élimine sans aucune hésitation la figure E, qui est donc notre intrus. Et on passe à la dernière question ici, un classique aussi, hein, compléter la séquence suivante. Alors, qu'est-ce qu'on observe ici rapidement? On a, du coup, 3 carrés, il faut trouver le 4e carré. Pour passer de là à là, par exemple, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il nous est arrivé, finalement, qu'on a exclu le dernier cercle. Donc effectivement, en enlevant ce cercle-là, j'obtiens bien cette figure-là. Alors on peut regarder aussi de là à là, effectivement. Pour passer de là à là, j'ai fait quoi? Ah, j'ai rajouté le cercle extérieur. Donc on va regarder la logique ici. En partant de là, de gauche à droite, on a fait quoi? On a enlevé un cercle. En partant de haut en bas, on a rajouté un cercle. Effectivement, ça nous donne bien la même figure. En partant de là, je rajoute un cercle. J'ai donc un cercle noir plein et 2 cercles concentriques, ok, qui arrivent ici. Et en partant de là, j'ai exclu un cercle à l'extérieur et j'obtiens bien exactement la même figure. Cercle noir au milieu et 2 cercles concentriques. Et donc, sans aucune hésitation, je vais choisir la figure B, qui a l'air de bien matcher. Et on a ici, du coup, choisi la figure B. Ok? Donc je reviendrai sur cette série d'exercices de temps en temps pour vous permettre de vous former. Je vous laisserai aussi des vidéos pleines comme la première vidéo avec 15 questions pour vous exercer. D'ici là, je vous dis à bientôt et j'espère que ce contenu vous aura permis de vous améliorer. Allez, à bientôt, bye bye.